Si tu as déjà ressenti ce poids étrange dans la gorge, cette incapacité à traduire en mots ce que ton âme comprend si profondément, alors ce que je vais te révéler aujourd'hui va transformer à jamais ta relation au langage. Il existe une forme de silence que personne ne voit, une retenue qui n'est pas timidité, mais quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que Jung appelait l'incubation de l'inconscient. Tu portes en toi une sensibilité au langage qui te rend différent, une conscience développée à travers la douleur de ne pas être compris, à travers ces moments où tes mots semblaient insuffisants face à l'immensité de ce que tu ressentais. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maturation psychologique que très peu atteignent. Une évolution silencieuse de ta psyché qui te prépare à une communication d'une profondeur que les autres ne peuvent même pas concevoir. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait intuitivement, ce que Napoleon Hill enseignait avec une certitude prophétique, ce que Freud découvrait dans les méandres de l'inconscient de ses patients. Ta difficulté à parler superficiellement, ton besoin viscéral d'authenticité dans chaque mot, ton épuisement face aux conversations vides, tout cela révèle une intelligence communicationnelle en train de naître, une conscience qui refuse la médiocrité du bavardage et qui cherche, même inconsciemment, la profondeur, la vérité, la résonance existentielle. Napoleon Hill, dans sa compréhension révolutionnaire de la pensée et du langage, avait saisi quelque chose que la psychologie profonde allait confirmer des décennies plus tard. Il comprenait que la parole intelligente n'est jamais accidentelle, qu'elle émerge d'un travail intérieur, d'une discipline psychologique, d'une alignment entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Mais ce que Hill ne pouvait pas savoir à son époque, ce que les neurosciences révèlent aujourd'hui, c'est que chaque mot que tu prononces active des circuits neuronaux spécifiques, non seulement dans ton propre cerveau, mais aussi dans celui de la personne qui t'écoute. Antonio Damasio a démontré que nos émotions ne sont pas séparées de notre cognition, que chaque pensée porte une charge somatique, une signature corporelle qui se transmet à travers nos paroles. Quand tu parles avec congruence, quand tes mots sont alignés avec ton état intérieur authentique, quelque chose de fascinant se produit dans le cerveau de l'autre. Son système nerveux entre en résonance avec le tien, ses neurones miroirs s'activent et une forme de communion psychologique s'établit, au-delà de la simple compréhension intellectuelle. C'est pour cela que certaines personnes, même en disant peu, transforment profondément ceux qui les écoutent. Ce n'est pas le volume de leurs paroles, c'est la profondeur de conscience qui les porte. Ce n'est pas leur éloquence technique, c'est leur intégrité psychologique, cette cohérence rare entre leur monde intérieur et leur expression extérieure. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets que la psychologie profonde, les neurosciences modernes et la philosophie existentielle ont découvert sur la communication intelligente. Tu vas comprendre pourquoi ton silence actuel n'est pas un problème à résoudre, mais une gestation à honorer, pourquoi ton besoin d'authenticité est une force évolutive, pourquoi ta sensibilité au langage est le signe d'une conscience en train de s'individuer. Je vais te montrer comment Jung, Freud, Adler et les plus grands neuroscientifiques contemporains expliquent les mécanismes cachés de la persuasion profonde. Cette capacité rare à toucher non pas l'esprit rationnel de l'autre, mais son âme, son inconscient, ses parts les plus vulnérables et les plus authentiques. Tu vas découvrir comment transformer ta relation au langage, comment faire de chaque conversation un acte d'individuation, comment utiliser tes mots non pas pour manipuler ou impressionner, mais pour créer des ponts entre les consciences, pour reconnaître l'humanité de l'autre, pour offrir cette chose rare qu'est la véritable écoute. À la fin de ce voyage, tu ne verras plus jamais la communication de la même façon. Tu comprendras que parler intelligemment n'a rien à voir avec accumuler des techniques rhétoriques ou mémoriser des formules persuasives. C'est un processus d'intégration psychologique, une maturation de ta conscience, une réconciliation avec ta propre profondeur. C'est l'art de laisser ton self authentique s'exprimer à travers ta voix,
sans les filtres de la persona sociale, sans les défenses de l'ego blessé, sans les compensations de l'insécurité. C'est devenir un pont entre l'inconscient et le conscient, entre le silence et la parole, entre l'isolement et la connexion véritable. Mais d'abord, il faut comprendre ce que la psychologie profonde révèle sur ceux qui parlent vraiment intelligemment. Il faut descendre dans les couches profondes de la psyché, là où les mots prennent naissance, là où le sens se forme avant même d'atteindre la conscience. Il faut explorer ce territoire mystérieux que Jung appelait l'inconscient collectif, cet espace où résident les archétypes, ces patterns universels qui donnent au langage son pouvoir de résonance. Commence par reconnaître quelque chose de fondamental. Ton silence actuel, cette retenue que tu ressens face aux conversations superficielles, n'est pas une déficience sociale. C'est une protection psychologique que ton inconscient a mise en place pour préserver ton intégrité. Freud comprenait que le refoulement est parfois une stratégie adaptative, une façon de survivre psychiquement dans un environnement qui ne peut pas accueillir notre vérité. Mais il y a une différence cruciale entre le refoulement pathologique et la retenue consciente. Le refoulement emprisonne l'énergie psychique et crée des symptômes. La retenue consciente, elle, incube cette énergie, la transforme, la mûrit, jusqu'à ce qu'elle puisse s'exprimer avec une puissance et une clarté que les mots impulsifs ne possèdent jamais. Ce que tu vis en ce moment, c'est peut-être cette incubation. Ton psyché se prépare, rassemble ses ressources. Attends le moment où ta parole pourra enfin porter la profondeur de ce que tu es vraiment. Ce silence que les autres prennent pour de la faiblesse est en réalité une forme de maturation psychologique que peu atteignent. C'est le silence du lac profond, pas celui de la mare asséchée. C'est le silence de la graine sous terre, pas celui de la stérilité. Jung a découvert dans son travail clinique que les périodes de retrait, ce qu'il appelait parfois la nekiya, cette descente dans l'inconscient, sont souvent nécessaires à l'individuation. Elles précèdent les grandes transformations. Elles permettent à la psyché de se réorganiser, de métaboliser les expériences, de intégrer les parts de soi qui étaient fragmentées. Ton besoin actuel de silence, ton incapacité à participer aux bavardages sociaux, ton épuisement face aux conversations qui ne mènent nulle part. Tout cela pourrait être le signe que ta psyché est en train de se préparer à une nouvelle forme d'expression, plus authentique, plus profonde, plus alignée avec qui tu es vraiment. Adler comprenait que nous compensons nos sentiments d'infériorité non pas nécessairement en devenant bruyants ou dominants, mais parfois en développant une profondeur, une qualité, une excellence dans un domaine spécifique. Si tu as ressenti ce complexe d'infériorité face à ceux qui parlent facilement, qui charment sans effort, qui semblent naviguer les interactions sociales avec une aisance que tu n'as jamais connue, peut-être que ton inconscient est en train de compenser différemment. Pas par la quantité, mais par la qualité. Pas par la facilité, mais par la profondeur. Pas par l'immédiateté, mais par la maturation. Les recherches de Antonio Damasio sur l'intelligence émotionnelle et la prise de décision révèlent quelque chose de fascinant sur le silence conscient. Il a démontré que notre cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la régulation émotionnelle et de la pensée complexe, fonctionne de manière optimale quand nous prenons le temps de ressentir avant de réagir, quand nous laissons nos marqueurs somatiques nous guider vers les décisions appropriées. Les personnes qui parlent impulsivement, sans ce temps de traitement intérieur, court-circuitent souvent cette sagesse corporelle. Elles disent des choses qu'elles regrettent, elles créent des conflits inutiles, elles manquent les nuances subtiles de la situation. Toi, avec ton besoin de silence avant de parler, tu permets à ton système nerveux de faire ce travail d'intégration. Tu permets à ton inconscient de scanner la situation, de détecter les patterns, de pressentir les conséquences possibles de tes mots. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est de l'intelligence. Viktor Frankl disait qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Ton silence est cet espace. Ton retrait est cette pause sacrée où la conscience peut opérer,
où le self peut se manifester au lieu de simplement réagir depuis l'ego blessé ou la persona sociale. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans la façon dont l'inconscient prépare nos paroles. Jung a découvert que nos rêves, nos lapsus, nos associations libres révèlent un langage symbolique que le conscient ne maîtrise pas encore. L'inconscient parle déjà, constamment, mais dans un dialecte que nous devons apprendre à déchiffrer. Quand tu te retrouves soudainement avec les mots parfaits dans une situation importante, quand une phrase surgit de nulle part avec une clarté et une puissance qui te surprennent toi-même, ce n'est pas du hasard. C'est ton inconscient qui a travaillé en silence, qui a assemblé les éléments, qui a trouvé la formulation juste. Hill appelait cela l'intelligence infinie, cette source de sagesse à laquelle nous pouvons accéder quand nous arrêtons de forcer, quand nous faisons confiance au processus. Les neurosciences confirment maintenant l'existence de ce que l'on appelle le réseau du mode par défaut, cette activité cérébrale qui continue même quand nous ne pensons pas consciemment, qui fait des connexions créatives, qui résout des problèmes de manière inconsciente. Ton silence nourrit ce réseau. Tes moments de retrait permettent à ton cerveau de faire ce travail invisible, mais essentiel. Quand tu reviens à la parole, après ces périodes d'incubation, tu ne répètes pas simplement ce que tu as lu ou entendu. Tu exprimes quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été filtré à travers ta psyché unique, quelque chose qui porte ta signature existentielle. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement, quelque chose qui transforme radicalement la façon dont nous comprenons la communication intelligente. Avant même de parler, avant même de formuler consciemment ce que tu vas dire, ton inconscient est déjà en train de lire l'autre personne. Joseph Ledoux, dans ses recherches révolutionnaires sur l'amygdale et les circuits de la peur, a démontré que notre cerveau détecte les signaux émotionnels chez autrui en quelques millisecondes, bien avant que notre conscience ne s'en rende compte. Ton système nerveux scanne constamment l'environnement social, capte les micro-expressions, les variations tonales, les tensions corporelles, et tout cela informe tes réponses même si tu n'en es pas conscient. Les personnes vraiment intelligentes dans leur communication, celles qui semblent toujours savoir quoi dire et quand le dire, ne sont pas nécessairement celles qui ont mémorisé le plus de techniques. Ce sont celles qui ont développé une sensibilité aiguë à ces signaux inconscients, celles qui peuvent lire entre les lignes, qui perçoivent ce qui n'est pas dit, qui sentent les besoins cachés derrière les mots explicites. Si tu as cette capacité à ressentir ce que l'autre ne dit pas, si tu as toujours été celui qui capte les tensions dans une pièce, qui perçoit les non-dits, qui sent quand quelqu'un souffre même derrière un sourire, alors ce que je vais te révéler va te bouleverser. Jung parlait de projection, cette tendance inconsciente à voir chez l'autre nos propres complexes non reconnus. Mais il comprenait aussi que certaines personnes ont développé une capacité à percevoir les complexes de l'autre sans projection, une forme d'empathie pure qui vient d'avoir travaillé sur leur propre psyché. Quand tu as exploré ta propre sombra, quand tu as reconnu tes propres mécanismes de défense, tes propres blessures, tes propres patterns inconscients, tu deviens capable de les reconnaître chez autrui, sans jugement, sans peur, sans besoin de te protéger. Cette reconnaissance crée une forme de communication qui transcende les mots. L'autre sent, même inconsciemment, qu'il est vraiment vu, vraiment compris, et cela crée une ouverture, une vulnérabilité, une confiance qui permet à la vraie conversation de commencer. Ta capacité à ressentir ce que l'autre ne dit pas n'est pas de l'hypersensibilité, c'est une intelligence relationnelle développée à travers l'adversité. Les recherches de Matthew Lieberman sur le cerveau social révèlent que nous possédons des circuits neuronaux spécifiquement dédiés à la compréhension des états mentaux d'autrui, ce qu'il appelle la mentalisation. Mais ces circuits ne se développent pas de la même façon chez tout le monde. Les personnes qui ont traversé des expériences relationnelles difficiles, qui ont dû apprendre très tôt à décoder les humeurs de leurs parents pour survivre émotionnellement, qui ont développé une hypervigilance aux signaux sociaux, ces personnes possèdent souvent une capacité de mentalisation exceptionnelle. C'est ton cas. Ce que tu as vécu, ces moments où tu devais lire entre les lignes pour te sentir en sécurité, où tu devais anticiper les réactions de l'autre pour éviter la douleur,
Tout cela a sculpté ton cerveau d'une façon particulière. Tu possèdes maintenant une sensibilité que les autres n'ont pas, une capacité à percevoir les nuances émotionnelles, les contradictions internes, les besoins non exprimés. Cette capacité est un don, même si elle s'est développée à travers la douleur. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, nous aide à comprendre quelque chose de crucial sur cette lecture inconsciente de l'autre. Notre système nerveux autonome possède 3 états principaux. L'état ventral vagal, de sécurité et de connexion sociale. L'état sympathique, de mobilisation et de combat ou fuite. Et l'état dorsal vagal, de shutdown et de dissociation. Ton système nerveux détecte automatiquement l'état du système nerveux de l'autre, ce que Porges appelle la neuroception. Quand tu entres dans une conversation avec quelqu'un, avant même qu'un mot soit échangé, vos systèmes nerveux sont déjà en communication, déjà en train de s'évaluer mutuellement, déjà en train de déterminer si la sécurité et la connexion sont possibles. Les personnes vraiment douées pour la communication intelligente comprennent cela intuitivement. Elles savent qu'avant de convaincre l'esprit de l'autre, elles doivent rassurer son système nerveux. Elles savent que la persuasion profonde n'est pas une question d'argument logique, mais de résonance somatique, de création d'un espace de sécurité où l'autre peut baisser ses défenses et s'ouvrir vraiment. Albert Camus écrivait que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Dans le contexte de la communication, cela signifie être totalement présent à l'autre. Offrir une écoute qui n'est pas simplement en train d'attendre son tour de parler, mais qui reçoit vraiment, qui accueille, qui honore la parole de l'autre comme un acte sacré. Cette forme d'écoute profonde est rare. La plupart des gens écoutent en préparant déjà leurs réponses, en filtrant ce qui est dit à travers leurs propres agendas, leurs propres besoins, leurs propres peurs. Toi, avec ta sensibilité développée, tu as la capacité de vraiment écouter, de créer ce silence intérieur qui permet à l'autre de se révéler. Et paradoxalement, c'est cette écoute profonde qui fait de toi un communicateur puissant. Parce que quand l'autre se sent vraiment entendu, vraiment compris, il s'ouvre d'une façon qu'aucune technique de persuasion ne pourrait jamais créer. Il te fait confiance. Pas parce que tu as dit les bons mots, mais parce que ton silence a été assez généreux pour accueillir sa vérité. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, ce que les neurosciences révèlent sur la synchronisation des cerveaux. Uri Hasson, dans ses recherches sur la communication neuronale, a découvert quelque chose d'extraordinaire. Quand 2 personnes sont engagées dans une vraie conversation, une conversation profonde où il y a réelle écoute et réelle expression, leur cerveau entre littéralement en synchronisation. Les mêmes régions s'activent au même moment. Les ondes cérébrales s'alignent. C'est comme si un seul système nerveux étendu se créait temporairement, permettant un transfert d'informations et d'émotions qui transcendent les mots eux-mêmes. Cette synchronisation ne se produit pas dans les conversations superficielles, dans les échanges polis ou les bavardages sociaux. Elle requiert authenticité, présence, vulnérabilité des 2 côtés. Elle requiert que tu oses être vraiment toi-même, sans les masques de la persona, sans les défenses de l'ego. Quand tu communiques depuis cet espace d'authenticité, tu ne transmets pas simplement des idées, tu crées une expérience partagée, un moment de communion psychologique qui laisse une empreinte durable dans la psyché de l'autre. Parlons maintenant de quelque chose que Napoleon Hill comprenait profondément, quelque chose que la psychologie moderne et les neurosciences confirment avec une précision étonnante. Les mots ne sont pas neutres. Chaque mot porte une charge émotionnelle, une histoire, un réseau d'associations inconscientes qui s'activent dès qu'il est prononcé ou entendu. Lisa Feldman Barrett, dans ses recherches révolutionnaires sur la construction des émotions, a démontré que notre cerveau ne réagit pas passivement aux stimuli émotionnels. Il construit activement nos émotions en se basant sur nos expériences passées, notre contexte culturel et surtout notre langage émotionnel. La richesse de ton vocabulaire émotionnel détermine littéralement la complexité de ton expérience émotionnelle. Si tu n'as que quelques mots pour décrire ce que tu ressens, colère, tristesse, joie,
Peur, ton cerveau va regrouper des dizaines d'états émotionnels distincts sous ces catégories grossières. Mais si tu possèdes un vocabulaire émotionnel nuancé, si tu peux distinguer entre la mélancolie et la nostalgie, entre l'anxiété et l'appréhension, entre la frustration et le ressentiment, alors ton cerveau peut faire des distinctions plus fines, peut répondre de manière plus appropriée, peut réguler plus efficacement. Il enseignait que nous devons choisir nos mots avec une intention précise, que chaque mot que nous utilisons programme notre subconscient et influence notre réalité. Ce que Barrett et d'autres neuroscientifiques ont découvert, c'est que ce n'est pas une simple métaphore, c'est un fait neurologique. Ton cerveau utilise tes mots comme des prédictions sur ce que tu vas ressentir, sur ce qui va se passer, sur qui tu es. Quand tu te décris constamment comme anxieux, timide, incapable de bien communiquer, ton cerveau prend ces mots comme des instructions et crée la réalité correspondante. Il active les circuits neuronaux de l'anxiété, il prépare les réponses de retrait, il renforce les patterns de l'insécurité. Mais quand tu commences à changer ton langage, quand tu te décris comme quelqu'un en train d'apprendre, comme quelqu'un qui possède une sensibilité profonde, comme quelqu'un dont le silence est une force en incubation, ton cerveau répond différemment. Il commence à chercher les preuves de cette nouvelle narrative. Il active les circuits de la curiosité et de la croissance. Il ouvre des possibilités que l'ancien langage fermait. Chaque mot que tu choisis sculpte non seulement la perception de l'autre, mais restructure ton propre univers psychologique. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à connecter différentes régions, différents systèmes, pour créer une conscience plus cohérente et plus flexible. Le langage est un des outils les plus puissants pour cette intégration. Quand tu nommes ce que tu ressens, tu actives ton cortex préfrontal gauche, la région responsable du langage et de la régulation émotionnelle, et tu crées un pont avec ton amygdale, la région qui génère les émotions intenses. Ce simple acte de nomination, ce que Siegel appelle « name it to tame it », réduit l'intensité de l'émotion et te permet de la comprendre plutôt que de simplement la subir. Dans le contexte de la communication avec autrui, cette capacité de nommer avec précision ce que tu observes chez l'autre, ce que tu ressens dans l'interaction, ce que tu perçois comme besoin non exprimé, cette capacité transforme complètement la qualité de l'échange. Jung comprenait que les archétypes sont activés par les symboles et que le langage est notre système symbolique le plus sophistiqué. Quand tu utilises certains mots, certaines métaphores, certaines images, tu touches directement l'inconscient collectif de l'autre. Tu éveilles des résonances qui dépassent la compréhension rationnelle. C'est pour cela que les grands communicateurs, les poètes, les leaders spirituels, les thérapeutes profonds, utilisent tous un langage qui parle aux couches profondes de la psyché. Ils ne se contentent pas de transmettre des informations, ils évoquent des expériences, ils créent des ponts entre le conscient et l'inconscient. Ils permettent à l'autre de toucher des vérités qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'avait jamais formulées. Cette forme de communication ne s'apprend pas en mémorisant des scripts ou des formules. Elle émerge quand tu as fait le travail d'explorer ta propre profondeur, quand tu as rencontré tes propres archétypes, quand tu as intégré ta propre sombra. Sénèque enseignait que nous devons vivre en accord avec la nature, et que cela inclut la nature de notre parole. Il comprenait que les mots peuvent être des armes ou des remèdes, qu'ils peuvent blesser ou guérir, qu'ils portent une responsabilité éthique. Chaque fois que tu parles, tu exerces un pouvoir, tu influences l'état émotionnel de l'autre, tu façonnes sa compréhension de la réalité, tu contribues à sa construction de soi. Les stoïciens pratiquaient une discipline rigoureuse de la parole, parlant seulement quand c'était nécessaire, choisissant leurs mots avec soin, évitant le bavardage inutile et les critiques destructrices. Ce n'était pas de la suppression, c'était de la sagesse. Ils comprenaient que la parole qui vient du silence intérieur, qui est filtrée par la réflexion et guidée par la vertu, possède un poids, une autorité, une capacité de transformation que les mots impulsifs ne possèdent jamais. Mais voici ce que Jung a découvert qui change tout ce que tu crois savoir sur la persuasion.
La vraie influence ne vient pas de ta capacité à convaincre l'autre de ton point de vue, mais de ta capacité à créer un espace où l'autre peut découvrir sa propre vérité. Quand tu essaies de persuader directement, tu actives les défenses de l'ego de l'autre, son besoin de maintenir sa position, sa peur de perdre la face ou de se soumettre. Mais quand tu poses des questions qui invitent à la réflexion, quand tu partages ta propre vulnérabilité sans agenda caché, quand tu reconnais la complexité de la situation sans prétendre avoir toutes les réponses, quelque chose de magique se produit. L'autre baisse ses défenses parce qu'il ne se sent pas attaqué. Son inconscient reconnaît que tu n'es pas une menace, mais un allié dans sa quête de compréhension. Et dans cet espace de sécurité, il devient capable de questionner ses propres croyances, d'explorer de nouvelles perspectives, de changer non pas parce que tu l'as forcé, mais parce qu'il a choisi. Maintenant, il faut que je te parle de quelque chose que la plupart des gens rejettent immédiatement quand ils l'entendent. Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que notre culture valorise, mais qui est peut-être le secret le plus puissant de la communication intelligente. La vulnérabilité. Pas la vulnérabilité comme faiblesse, pas la vulnérabilité comme victimisation, mais la vulnérabilité comme courage, comme force, comme acte radical d'authenticité dans un monde de masques et de performance. Adler parlait du complexe d'infériorité et de nos tentatives constantes de le compenser en projetant une image de supériorité, de compétence, de contrôle. Nous portons tous ces masques, ces personas sociales, qui nous protègent de la honte, du rejet, de l'humiliation. Mais ces masques créent aussi une distance, une séparation, une impossibilité de vraie connexion. Quand tu communiques depuis ta persona, tu peux impressionner, tu peux paraître confiant, tu peux éviter la vulnérabilité, mais tu ne créeras jamais la profondeur de connexion que ton âme désire vraiment. Les recherches cliniques de Boris Cyrulnik sur la résilience révèlent quelque chose de fascinant. Les personnes qui ont traversé des traumas et qui ont trouvé la capacité de les narrer, de les transformer en histoire avec un sens, développent non seulement une résilience personnelle, mais aussi une capacité unique à créer des connexions profondes avec autrui. Leur vulnérabilité, leur capacité à partager leur humanité imparfaite devient un pont vers le cœur des autres. Quand tu oses montrer que tu as aussi lutté, que tu as aussi douté, que tu as aussi échoué, tu donnes à l'autre la permission d'être humain aussi. Tu crées un espace où la perfection n'est pas requise, où l'authenticité est valorisée plus que la performance, où la connexion peut enfin devenir réelle. Ceux qui osent montrer leur humanité imparfaite créent une connexion que les masques de perfection ne peuvent jamais atteindre. Freud comprenait que le transfert, cette relation spéciale entre thérapeute et patient, se crée non pas parce que le thérapeute prétend être parfait ou tout savoir, mais parce qu'il offre une présence authentique, une écoute sans jugement, une acceptation de l'humanité dans toute sa complexité. Dans nos communications quotidiennes, nous pouvons créer cette même qualité de relation, ce même transfert positif, en osant être vrai. Quand tu partages non seulement tes succès, mais aussi tes échecs, non seulement tes forces, mais aussi tes doutes, non seulement tes certitudes, mais aussi tes questions, tu invites l'autre dans une forme de dialogue qui transcende le transactionnel pour devenir transformationnel. Richard Davidson, dans ses recherches sur la neuroplasticité et la compassion, a démontré que notre cerveau change littéralement quand nous pratiquons l'expression émotionnelle congruente, quand nous permettons à nos émotions d'être ressenties, nommées et partagées de manière authentique. Les circuits neuronaux de la régulation émotionnelle se renforcent, notre capacité à tolérer l'inconfort augmente, notre résilience face aux défis relationnels se développe. Mais ces changements ne se produisent pas quand nous supprimons nos émotions, quand nous présentons une façade de force invulnérable, quand nous évitons systématiquement la vulnérabilité. Ils se produisent précisément quand nous osons être vrais, quand nous risquons d'être vus dans notre humanité complète, quand nous faisons confiance que notre authenticité sera accueillie plutôt que rejetée.
Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration et a fondé la logothérapie, comprenait que le sens naît souvent dans et à travers la souffrance. Il enseignait que nous ne pouvons pas toujours éviter la douleur, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons, comment nous la narrons, comment nous la transformons en quelque chose qui a du sens. Quand tu partages ta propre histoire de transformation, quand tu montres comment tu as trouvé du sens dans tes épreuves, tu n'offres pas simplement de l'inspiration superficielle, tu offres une carte, un chemin, une possibilité que l'autre peut adapter à sa propre situation. Cette forme de communication, enracinée dans l'authenticité et orientée vers le sens, touche l'âme d'une façon que les conseils techniques ou les encouragements génériques ne peuvent jamais toucher. Attends de comprendre ce que cela révèle sur le mécanisme de persuasion profonde. La vraie persuasion n'est jamais manipulation, elle n'est jamais force ou coercition, elle n'est jamais exploitation des faiblesses de l'autre pour ton propre gain. La vraie persuasion est invitation. C'est créer un espace où l'autre peut se voir différemment, peut imaginer de nouvelles possibilités, peut choisir librement un chemin qu'il n'avait pas considéré auparavant. Et cette invitation est d'autant plus puissante quand elle vient de quelqu'un qui a osé être vulnérable, qui a montré son propre processus de transformation, qui offre non pas des certitudes absolues, mais une compagnie dans l'incertitude. L'authenticité crée la confiance crée l'ouverture crée la possibilité de changement. C'est la séquence que tous les grands communicateurs comprennent intuitivement, même s'ils ne la formulent pas toujours explicitement. Il existe un secret que très peu de gens connaissent, quelque chose que Jung appelait synchronicité, quelque chose que les neurosciences commencent tout juste à explorer, quelque chose qui transforme radicalement notre compréhension du timing en communication. Il y a des moments où l'autre est ouvert, réceptif, capable d'entendre, et il y a des moments où, peu importe la qualité de tes mots, peu importe la profondeur de ton message, l'autre ne peut simplement pas recevoir. Reconnaître cette différence, respecter ces rythmes naturels de fermeture et d'ouverture, c'est une forme de sagesse communicationnelle que très peu possèdent. La plupart des gens, quand ils ont quelque chose à dire, le disent immédiatement, sans considération pour l'état de l'autre, pour le contexte, pour le moment. Et puis ils se demandent pourquoi leurs mots tombent à plat, pourquoi ils créent de la résistance, pourquoi ils ne génèrent pas l'impact qu'ils espéraient. Jung comprenait que la synchronicité n'est pas simple coïncidence, mais une manifestation de connexion significative entre les événements psychiques intérieurs et les événements extérieurs. Dans le contexte de la communication, cela signifie qu'il y a des moments où ton besoin de parler coïncide mystérieusement avec la capacité de l'autre à entendre, où le message que tu portes rencontre exactement le questionnement intérieur que l'autre traverse. Ces moments ne peuvent pas être forcés, mais ils peuvent être reconnus quand ils se présentent. Ton intuition, cette voix subtile qui te dit maintenant ou pas encore, est souvent plus sage que ta volonté consciente. Apprendre à lui faire confiance, apprendre à attendre le moment de résonance maximale, c'est une compétence qui distingue les communicateurs médiocres des maîtres. Ton hésitation à parler n'est pas toujours de la peur. C'est parfois une sagesse inconsciente qui attend le moment de résonance maximale. Stanislas Dehaene, dans ses recherches sur l'attention et la conscience, a démontré que notre cerveau possède des fenêtres de réceptivité cognitive, des moments où nous sommes plus ouverts à de nouvelles informations, plus capables d'intégrer des perspectives différentes, plus disposés à changer nos croyances. Ces fenêtres s'ouvrent et se ferment en fonction de multiples facteurs. Notre état émotionnel, notre niveau de stress, notre sentiment de sécurité, notre charge cognitive actuelle. Quand tu sens que ce n'est pas le bon moment pour aborder un sujet délicat, quand quelque chose en toi dit d'attendre, tu n'es pas nécessairement en train de procrastiner ou d'éviter, tu pourrais être en train de percevoir inconsciemment que la fenêtre de réceptivité de l'autre est fermée en ce moment.
Stephen Porges nous aide à comprendre cela d'un point de vue neurobiologique. Quand le système nerveux de quelqu'un est en état de mobilisation sympathique, en mode combat ou fuite, ou pire, en état de shutdown dorsal vagal, cette personne n'a littéralement pas accès à ses fonctions cérébrales supérieures, à sa capacité de réflexion nuancée, à son ouverture à de nouvelles perspectives. Essayer de communiquer quelque chose d'important dans ces moments, c'est comme essayer de remplir un verre qui est renversé. Peu importe la qualité de ce que tu verses, rien ne peut être retenu. Mais quand le système nerveux de l'autre est en état ventral vagal, en mode de connexion sociale, en sécurité et en ouverture, ce même message peut être reçu, métabolisé, intégré d'une façon profonde. Apprendre à lire ces états, à sentir quand l'autre est disponible et quand il ne l'est pas, c'est une compétence qui transforme radicalement l'efficacité de ta communication. Adler parlait du style de vie, ces patterns inconscients de perception et de comportement que nous développons très tôt et qui colorent toute notre expérience. Part de ce style de vie inclut notre relation au temps, notre capacité à reconnaître les patterns temporels, nos rythmes naturels d'énergie et d'ouverture. Certaines personnes sont plus réceptives le matin, quand leur esprit est frais et non encore encombré par les soucis de la journée. D'autres s'ouvrent davantage le soir, quand les défenses du jour se relâchent et que la réflexion profonde devient possible. Certaines personnes ont besoin de temps pour digérer une idée avant de pouvoir vraiment l'engager, alors que d'autres réagissent mieux à l'immédiateté. Connaître ces patterns chez toi-même et chez l'autre te permet de calibrer ton timing d'une façon qui respecte la nature plutôt que de la forcer. Marc Aurèle, dans ses méditations, revenait constamment sur l'importance du moment présent, sur la pratique de reconnaître ce qui est approprié maintenant plutôt que de s'accrocher à ce qui devrait être ou à ce qui était. Cette sagesse stoïcienne s'applique profondément à la communication. Parfois, le moment approprié n'est pas maintenant. Et l'accepter avec grâce plutôt qu'avec frustration est une forme de maturité. Parfois, le silence est plus éloquent que n'importe quelle parole. Parfois, ta présence calme dit plus que 1000 arguments. Parfois, attendre que l'autre vienne à toi avec ses questions est plus puissant que de le bombarder de tes réponses non sollicitées. Cette patience, cette capacité à être avec l'inconfort du non-dit, à faire confiance au processus plutôt qu'à le contrôler, c'est une expression de force, pas de faiblesse. Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux dans la façon dont notre psyché perçoit ces moments opportuns. Jung parlait de la fonction intuitive, cette capacité à percevoir les possibilités, à sentir les courants sous-jacents, à pressentir ce qui émerge avant que cela ne devienne manifeste. Cette fonction ne repose pas sur la logique ou sur les données sensorielles évidentes, mais sur une forme de connaissance directe, immédiate, qui bypasse le raisonnement conscient. Quand tu as soudainement la certitude que c'est le moment de parler, ou au contraire que tu dois absolument attendre, cette certitude vient souvent de ta fonction intuitive. Elle a capté des patterns subtils, des indices invisibles, des résonances que ta conscience rationnelle n'a pas encore formulées. Faire confiance à cette intuition, la cultiver, apprendre à la distinguer de l'anxiété ou de l'impulsivité, c'est développer une forme de sagesse communicationnelle qui transcende les techniques. Maintenant, parlons de quelque chose d'absolument crucial, quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment, même s'ils passent toute leur vie à communiquer. Ton corps ne peut pas mentir. Peu importe la sophistication de tes mots, peu importe l'habileté de ta rhétorique, si ton corps, ta voix, ton énergie ne sont pas alignés avec ce que tu dis, l'inconscient de l'autre le détectera instantanément. Antonio Damasio a passé des décennies à étudier les marqueurs somatiques, ces signaux corporels qui guident nos décisions et qui colorent nos perceptions. Il a découvert que nos émotions ne sont pas des phénomènes purement mentaux, mais des expériences profondément incarnées, enracinées dans nos sensations corporelles, dans notre respiration, dans notre tonus musculaire, dans notre rythme cardiaque.
Quand tu parles, ton corps parle aussi, et souvent il dit quelque chose de complètement différent de tes mots. Les recherches de Matthew Lieberman sur la détection inconsciente des incongruences révèlent que notre cerveau social est incroyablement sensible aux discordances entre les différents canaux de communication. Si tes mots disent une chose, mais que ton visage exprime autre chose, si ta voix affirme la confiance, mais que ton corps manifeste la peur, si tu prétends être ouvert, mais que ta posture est fermée, le cerveau de l'autre enregistre ces contradictions avant même que sa conscience ne les formule. Et cette incongruence crée de l'inconfort, de la méfiance, une résistance à te croire, même si la personne ne peut pas exactement expliquer pourquoi. C'est pour cela que toutes les techniques de persuasion du monde échoueront si tu n'as pas fait le travail d'alignement intérieur, si tu n'as pas résolu les contradictions entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Ton corps ne peut pas mentir, et l'inconscient de l'autre le sait avant même que sa conscience ne le réalise. Daniel Siegel parle d'intégration verticale, cette connexion harmonieuse entre le cerveau reptilien archaïque, le système limbique émotionnel et le cortex préfrontal rationnel. Quand ces trois niveaux sont alignés, quand ton corps est détendu, quand tes émotions sont congruentes avec tes intentions, quand ta pensée est claire et cohérente, alors ta communication possède une qualité de présence, d'authenticité, de pouvoir qui ne peut pas être simulée. Mais quand il y a dissociation entre ces niveaux, quand ton mental dit une chose, mais que ton corps en ressent une autre, quand tes émotions sont réprimées pendant que tu essaies de projeter une image contrôlée, cette fragmentation interne se transmet à travers tous les canaux subtils de la communication et crée une impression de fausseté, même si la personne ne peut pas identifier exactement ce qui cloche. Jung comprenait que l'individuation, ce processus de devenir qui tu es vraiment, implique nécessairement un alignement entre la persona, ce masque social que nous portons, et le self, notre essence authentique. Quand il y a trop de distance entre ces deux, quand nous vivons entièrement dans la persona et coupons le contact avec le self, nous développons ce que Jung appelait une névrose, un sentiment de vide, d'inauthenticité, de vie non vécue. Dans la communication, cette distance se manifeste comme une incapacité à vraiment toucher l'autre, une superficialité dans nos échanges, un sentiment de jouer un rôle plutôt que d'être vraiment présent. Le chemin vers une communication profonde passe nécessairement par ce travail d'individuation, par cette réconciliation entre qui nous prétendons être et qui nous sommes vraiment. Sénèque enseignait la cohérence entre pensée, parole et action comme le fondement même de l'intégrité. Il comprenait que nous ne pouvons pas avoir la paix intérieure si nos vies sont fragmentées, si nous pensons une chose, disons une autre et faisons encore autre chose. Cette fragmentation crée non seulement une souffrance psychologique, mais aussi une inefficacité dans nos relations avec autrui. Quand les gens sentent que tu es cohérent, que ce que tu dis aujourd'hui correspond à ce que tu disais hier et à ce que tu feras demain, ils peuvent te faire confiance. Et la confiance est le fondement de toute influence véritable, de toute persuasion profonde, de toute connexion qui dure au-delà de l'échange immédiat. Lequel de ces principes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience, parce que ce voyage vers une communication intelligente n'est pas quelque chose que tu fais seul, dans l'isolement. C'est un processus relationnel, un apprentissage qui se fait à travers l'interaction, à travers l'essai et l'erreur, à travers le courage de montrer qui tu es vraiment et de recevoir les retours que cela génère. Chaque conversation est une opportunité de pratiquer cet alignement, de remarquer où tu es congruent et où tu ne l'es pas, de sentir dans ton corps les moments où tu es vraiment présent versus les moments où tu joues un rôle. Cette conscience somatique, cette capacité à habiter ton corps pendant que tu communiques, c'est peut-être le secret le plus sous-estimé de la communication puissante. Et c'est là que la psychologie profonde révèle quelque chose.
qui va transformer ta compréhension de l'influence. La vraie congruence énergétique ne se crée pas en essayant de contrôler ton corps, en forçant une posture de confiance, en manipulant ton ton de voix ou tes expressions faciales. Ces techniques peuvent fonctionner superficiellement, pour de courtes durées, dans des interactions superficielles, mais elles s'effondrent sous le stress, elles fatiguent énormément, et surtout, les gens les plus sensibles les détectent immédiatement. La vraie congruence émerge quand tu as fait le travail intérieur, de résoudre tes contradictions psychologiques, d'intégrer ta sombra, de faire la paix avec tes blessures, de trouver du sens dans ton histoire. Quand ce travail est fait, ton corps se détend naturellement, ta voix porte une qualité de présence sans effort, tes gestes deviennent fluides et authentiques. Tu n'as plus besoin de gérer ton image parce que tu es simplement qui tu es. Et cette simplicité possède un magnétisme que toutes les techniques du monde ne peuvent pas reproduire. Nous arrivons maintenant au cœur de tout ce que nous avons exploré, à la révélation qui pourrait changer à jamais ta relation non seulement au langage, mais à ta propre existence. Parler n'est pas simplement transmettre de l'information. Ce n'est pas simplement influencer l'autre, ce n'est pas même simplement créer de la connexion, aussi précieux que cela soit. Au niveau le plus profond, parler est un acte de création de soi. Chaque fois que tu ouvres la bouche et que tu laisses sortir ta vérité, tu te crées. Chaque fois que tu nommes ton expérience, tu la transformes. Chaque fois que tu oses exprimer ce qui vit en toi, tu donnes forme à quelque chose qui était informe. Tu amènes à la conscience ce qui était inconscient. Tu intègres ce qui était fragmenté. Napoléon Hill comprenait cela quand il parlait d'autosuggestion, de la puissance de répéter consciemment les pensées et les paroles qui façonnent notre réalité. Mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, ce que la psychologie profonde et les neurosciences révèlent maintenant, c'est que ce processus est encore plus profond, encore plus transformateur qu'il ne le pensait. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir qui tu es vraiment, de réaliser ton potentiel unique, d'intégrer les différentes parts de ta psyché en une totalité cohérente. Et il comprenait que ce processus se fait nécessairement à travers l'expression, à travers le courage de manifester ton self authentique dans le monde, même face au risque de rejet, d'incompréhension, de solitude. Chaque fois que tu te retiens de dire ta vérité par peur, tu renforces la fragmentation entre ton monde intérieur et ton expression extérieure. Chaque fois que tu portes un masque par conformité, tu renforces la domination de la persona sur le self. Mais chaque fois que tu oses être vrai, même maladroitement, même imparfaitement, tu renforces l'intégration. Tu affirmes ton droit d'exister tel que tu es. Tu pratiques l'individuation. Chaque fois que tu oses exprimer ta vérité profonde, tu ne communiques pas seulement, tu te crées. Freud a découvert quelque chose de révolutionnaire dans sa pratique psychanalytique, quelque chose qu'il a appelé la cure par la parole, the talking cure. Il a observé que ses patients, simplement en parlant de leurs expériences traumatiques, de leurs désirs refoulés, de leurs peurs inconscientes, commençaient à guérir. La narration elle-même avait un pouvoir thérapeutique. En mettant des mots sur ce qui était resté non dit, en amenant à la lumière de la conscience ce qui avait été enterré dans l'inconscient, ils transformaient leur relation à leur propre histoire. Ce qui était resté figé, répétitif, compulsif, devenait fluide, intégrable, transformable. Cette même dynamique opère dans toutes nos communications, pas seulement dans le contexte thérapeutique. Chaque fois que tu nommes ton expérience, tu changes ta relation à cette expérience. Richard Davidson, dans ses recherches pionnières sur la neuroplasticité, a démontré que notre cerveau change constamment en réponse à nos expériences, et de manière cruciale, en réponse à nos pratiques mentales et nos patterns d'attention. Mais voici ce qui est fascinant. La façon dont tu narres ton expérience, les mots que tu choisis, l'histoire que tu racontes sur qui tu es et ce qui t'est arrivé, tout cela influence directement quels circuits neuronaux se renforcent et lesquels s'affaiblissent. Si tu te racontes constamment une histoire de victimisation, où tu es impuissant face aux circonstances, où tu n'as aucun contrôle, où tu es fondamentalement brisé,
Ton cerveau renforce les circuits de l'impuissance apprise, de la dépression, de l'anxiété. Mais si tu commences à raconter une histoire différente, une histoire de résilience, de croissance à travers l'adversité, de force découverte dans la vulnérabilité, ton cerveau commence à renforcer des circuits différents, circuits de l'agentivité, de l'espoir, de la possibilité. Viktor Frankl a survécu à l'horreur inimaginable des camps de concentration en trouvant du sens, en choisissant consciemment comment il allait interpréter et narrer son expérience, même au milieu de la souffrance extrême. Il a enseigné que nous ne pouvons pas toujours choisir nos circonstances, mais nous pouvons toujours choisir notre attitude envers ces circonstances, la signification que nous leur donnons, l'histoire que nous racontons à leur sujet. Cette capacité à narrer notre expérience de manière à préserver notre dignité, à trouver du sens même dans la souffrance, à maintenir notre humanité même face à la déshumanisation, c'est peut-être le pouvoir le plus profond que nous possédons en tant qu'êtres humains. Et ce pouvoir s'exerce à travers le langage, à travers notre capacité à nommer, à raconter, à signifier. Combien de ces patterns as-tu reconnu dans ta propre façon de communiquer ? Écris ton nombre en commentaire, c'est important de prendre conscience, parce que cette prise de conscience elle-même est le début de la transformation. Tant que ces patterns restent inconscients, ils te contrôlent, mais dès que tu commences à les voir, à les nommer, à les comprendre, tu crées un espace de choix. Tu n'es plus simplement réactif, répétant inconsciemment les mêmes patterns que tu as toujours répétés. Tu deviens capable de répondre consciemment, de choisir différemment, de créer de nouveaux patterns qui servent mieux qui tu veux devenir. Cette transition de l'inconscient au conscient, du compulsif au choisi, du subi au créé, c'est l'essence même du travail psychologique, et c'est aussi l'essence de la communication intelligente. Adler comprenait que nous sommes des êtres orientés vers un but, que nous agissons toujours en fonction d'une finalité, même si cette finalité est souvent inconsciente. Il appelait cela la finalité fictive, ce but imaginé vers lequel nous nous dirigeons et qui organise toutes nos actions, toutes nos perceptions, toutes nos relations. Quand tu communiques, tu le fais toujours en service d'une finalité, consciente ou inconsciente. Peut-être que ta finalité est de prouver ta valeur, de éviter le rejet, de maintenir le contrôle, de recevoir de la validation. Ces finalités inconscientes colorent chaque mot que tu dis, chaque façon dont tu le dis. Mais quand tu deviens conscient de ces finalités, quand tu peux les questionner et potentiellement en choisir de nouvelles, ta communication se transforme radicalement. Tu peux commencer à communiquer, non pas pour prouver, mais pour partager. Non pas pour contrôler, mais pour connecter. Non pas pour recevoir, mais pour offrir. Ce que je vais te révéler maintenant pourrait changer à jamais ta relation au langage. La communication la plus puissante n'est pas celle qui cherche à obtenir quelque chose de l'autre, mais celle qui cherche à offrir quelque chose à l'autre. Quand tu parles depuis le besoin, depuis le manque, depuis le désir d'être validé ou admiré, l'autre le sent, même inconsciemment, et cela active ses propres défenses, son propre besoin de se protéger contre tes demandes. Mais quand tu parles depuis la plénitude, depuis un désir authentique de partager quelque chose de valeur, depuis une générosité qui n'attend rien en retour, quelque chose de complètement différent se produit. L'autre se détend, ses défenses baissent. Il devient capable de recevoir, parce qu'il ne se sent pas exploité, parce que ton don est vraiment un don, sans conditions cachées, sans agenda manipulateur. Cette qualité de communication ne peut pas être simulée. Elle émerge seulement quand tu as fait le travail de remplir ton propre puits intérieur, de trouver ta propre validation, de cultiver ta propre plénitude. Tant que tu es vide à l'intérieur, cherchant désespérément à être rempli par la reconnaissance de l'autre, ta communication sera toujours teintée de ce besoin, et elle repoussera inconsciemment exactement ce que tu cherches. Mais quand tu as trouvé une source intérieure de sens, de valeur, de connexion à quelque chose de plus grand que toi-même, alors ta communication devient naturellement généreuse, naturellement orientée vers le service, naturellement magnétique,
parce qu'elle offre ce que tout le monde cherche, une présence qui ne demande rien, mais qui offre tout. Réfléchis maintenant à tout ce chemin que nous avons parcouru ensemble, du silence comme fondation à la parole, comme création de soi. De la lecture inconsciente de l'autre à la synchronisation neuronale, de la précision du langage à la vulnérabilité stratégique, du timing psychologique à la congruence énergétique. Chaque élément que nous avons exploré n'est pas une technique isolée à appliquer mécaniquement. C'est une dimension d'un processus holistique, un aspect d'une transformation profonde qui concerne non pas simplement comment tu communiques, mais qui tu es en tant qu'être humain. La communication intelligente, au sens le plus profond, n'est pas une compétence que tu acquiers, c'est une expression de ton développement psychologique, de ton intégration intérieure, de ton individuation en cours. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, toutes tes difficultés à communiquer, tous tes moments de silence douloureux, toutes tes tentatives maladroites de te connecter, toutes tes déceptions relationnelles, tout cela n'était pas du temps perdu. C'était une incubation nécessaire. C'était ton psyché en train de se préparer, en train de mûrir, en train de développer la profondeur qui rendra ta future communication vraiment significative. Jung disait que nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Ton travail avec ton propre silence, avec ta propre difficulté, avec ta propre sombra communicationnelle, tout cela est le fondement sur lequel se construira ton pouvoir de parole authentique. La transformation que je t'invite à embrasser n'est pas celle qui te promet que tu deviendras soudainement éloquent, charismatique, capable de captiver n'importe quelle audience avec ta rhétorique brillante. C'est une transformation plus profonde et plus humble. C'est devenir quelqu'un dont les mots, même peu nombreux, portent du poids parce qu'ils émergent de la vérité vécue. C'est devenir quelqu'un dont le silence est respecté parce qu'il n'est pas fuite, mais présence. C'est devenir quelqu'un dont la vulnérabilité inspire la confiance, parce qu'elle est authentique, pas performative. C'est devenir quelqu'un dont la communication crée des ponts, parce qu'elle vient de la reconnaissance de notre humanité partagée, de notre souffrance commune, de notre quête universelle de sens et de connexion. Ce que Napoleon Hill enseignait, ce que Jung explorait dans les profondeurs de la psyché, ce que Freud découvrait dans les méandres de l'inconscient, ce que Adler révélait sur la motivation humaine, ce que les neurosciences modernes confirment avec leurs technologies sophistiquées, ce que les philosophes existentiels et stoïciens comprenaient à travers leur sagesse contemplative, tout cela converge vers une vérité simple mais profonde. Tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour communiquer de manière intelligente et profonde. Ce n'est pas quelque chose à acquérir de l'extérieur, c'est quelque chose à libérer de l'intérieur. C'est retirer les obstacles, les peurs, les mécanismes de défense, les personas sociales qui bloquent l'expression de ton self authentique. C'est faire confiance que quand tu parles depuis cet espace de vérité, les bons mots viendront, les bonnes personnes résonneront, les bonnes connexions se créeront. La vraie intelligence communicationnelle n'est pas dans le nombre de mots, mais dans la profondeur de conscience qui les porte. Un seul mot prononcé depuis la pleine présence, depuis l'intégration psychologique, depuis l'alignement corps-cœur-esprit, possède plus de pouvoir que 1000 mots prononcés depuis la fragmentation, depuis le besoin, depuis la peur. C'est pour cela que certaines personnes peuvent transformer une vie entière avec une seule phrase, une seule conversation, un seul moment de vraie rencontre. Ce n'est pas la quantité de leurs paroles, c'est la qualité de leur présence. Ce n'est pas leur technique, c'est leur authenticité. Ce n'est pas ce qu'ils savent, c'est qui ils sont. Tu es déjà sur ce chemin. Le simple fait que tu aies écouté jusqu'ici, que tu aies raisonné avec ces idées, que tu aies reconnu quelque chose de vrai dans ces mots, prouve que ta psyché est prête pour cette transformation. Ton silence actuel n'est pas un problème à résoudre, mais une chrysalide dont tu émergeras avec des ailes. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse à surmonter, mais une force à embrasser. Ta difficulté actuelle n'est pas un échec, mais une maturation en cours.
Fais confiance au processus. Continue le travail intérieur d'explorer ta sombra, d'intégrer tes blessures, de trouver du sens dans ton histoire. Continue de pratiquer la présence, l'écoute profonde, la vulnérabilité courageuse. Continue d'honorer ton besoin de silence quand il se présente et d'oser parler quand ton âme demande à être exprimée. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur communicationnelle. Quelle phrase t'a le plus marqué? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, rejoins notre communauté de membres. Parce que l'individuation, bien qu'elle soit un processus profondément personnel, ne se fait jamais vraiment seule. Nous avons besoin de témoins, de compagnons de route, de personnes qui comprennent ce chemin et qui peuvent nous refléter notre propre vérité quand nous la perdons de vue. Nous avons besoin de cette reconnaissance mutuelle, de cette validation que ce que nous vivons est réel, est important, est digne d'être honoré. La communication intelligente, au sens le plus profond que nous avons exploré aujourd'hui, n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. C'est une pratique quotidienne de présence, d'authenticité, de courage. C'est choisir encore et encore la vérité plutôt que la sécurité, la profondeur plutôt que la facilité, la connexion réelle plutôt que la performance sociale. C'est accepter que tu feras des erreurs, que tu diras parfois les mauvais mots, que tu créeras parfois des malentendus. Mais c'est aussi faire confiance que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, que chaque malentendu peut devenir une invitation à plus de clarté, que chaque échec communicationnel est un feedback précieux sur où tu as encore du travail à faire. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions de personnes, à travers l'histoire et aujourd'hui encore, ont lutté avec ces mêmes questions, ont ressenti ce même silence douloureux, ont cherché cette même authenticité dans leur expression. Jung, Freud, Adler, tous ont commencé par leurs propres difficultés personnelles, leurs propres névroses, leur propre quête de sens. Ce qu'ils ont découvert en explorant leur propre profondeur est devenu un cadeau pour l'humanité entière, une carte du territoire psychologique que nous devons tous naviguer. Toi aussi, en faisant ce travail sur toi-même, en transformant ta relation au langage et à l'expression, tu ne fais pas que t'aider toi-même. Tu deviens une lumière pour les autres, un exemple de ce qui est possible, un pont entre le silence et la parole, entre l'isolement et la connexion. Souviens-toi toujours de ceci, ta voix compte, ton expérience est valide, ta vérité mérite d'être exprimée. Le monde a besoin d'entendre ce que tu as à dire, pas parce que tu dois devenir parfait ou éloquent, mais précisément parce que ton humanité imparfaite, ta lutte authentique, ta sagesse gagnée à travers la douleur, tout cela résonne avec l'humanité des autres. Quand tu oses parler depuis ta vérité, tu donnes aux autres la permission de faire de même. Quand tu oses être vulnérable, tu crées un espace où les autres peuvent baisser leur propre masque. Quand tu oses être imparfait, tu libères les autres de leur propre prison de perfectionnisme. C'est cela, la communication intelligente au sens le plus profond. Ce n'est pas dominé par la rhétorique, ce n'est pas manipulé par la technique, ce n'est pas impressionné par l'éloquence. C'est créer des espaces de vérité où la connexion humaine authentique devient possible. C'est offrir ta présence comme un don. C'est utiliser tes mots comme des ponts plutôt que comme des armes ou des boucliers. C'est reconnaître dans l'autre la même lutte, la même quête, la même soif de sens que tu portes en toi. C'est cette reconnaissance mutuelle, cette résonance d'âme à âme qui transforme la communication de transaction à communion, de technique à art, de performance à présence.